Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres de l'actualité. Fin de la mission des Nations Unies en Côte d'Ivoire après 14 années de présence. En attendant son retrait définitif en juin 2017, le désengagement débute mi-février. En Guinée, session extraordinaire du Parlement pour réformer le code électoral, notamment l'adoption de nouveaux textes qui doivent permettre l'organisation des élections communales. Et la filière de la patate douce en plein essor au Ghana. Si elle a contribué à l'amélioration des conditions de vie des populations, les chercheurs ont pour objectif d'atteindre environ 500 000 plantations d'ici 2020. Mais tout d'abord, plusieurs fois condamné par contumace, l'ex-président tunisien Zine El Abidine Ben Ali et son épouse Leila Travelsi sont à nouveau condamnés à 10 ans de prison. Le couple est reconnu coupable ce jeudi 9 février dans une affaire de corruption administrative et financière par un tribunal de première instance de Tunis. L'ancien chef d'État a gouverné la Tunisie pendant 23 ans et vit en exil en Arabie Saoudite depuis la révolution de 2011. La mission des Nations Unies en Côte d'Ivoire arrive à son terme. Fixé pour juin 2017, le retrait progressif de l'ONUCI débute le 15 février 2017. Après 14 années de présence, la mission estime que la Côte d'Ivoire doit être en mesure de relever les défis qui l'attendent. Clément Jovel Soala. Fin de la mission des Nations Unies en Côte d'Ivoire. Arrivé en avril 2004 pour accompagner tout le processus de paix et de réconciliation du pays, l'ONUCI quittera définitivement le sol ivoirien au plus tard le 30 juin 2017, selon Aïchatou Mindaoudou, représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU. Les récentes mutineries dans les rangs des forces de l'ordre et la situation sécuritaire actuelle fragile soulèvent des inquiétudes quant au départ des casques bleus du pays. Pour l'heure, la mission onusienne respectera tout de même la résolution 2284 du Conseil de sécurité qui l'autorise à quitter la Côte d'Ivoire. L'ONUCI a rempli son rôle conformément au mandat en 14 ans de présence et le Conseil de sécurité a estimé qu'aujourd'hui, la présence de la mission n'est plus nécessaire en Côte d'Ivoire. Le reste, ce sont les Ivoiriens qui devront le faire dans le cadre démocratique qui existe aujourd'hui. Depuis 2004, l'ONUCI a contribué à l'application des accords de paix de Linas Marcoussi de 2003, d'Accra 3 en 2004, de Pretoria en 2005 et de Ouagadougou en 2007. La mission onusienne était aussi présente sur le sol ivoirien lors des élections présidentielles de 2010 et de la crise post-électorale qui s'en est suivie. Pour certains analystes, le temps est venu pour la Côte d'Ivoire de prendre elle-même en main ses défis sécuritaires pour sa stabilité. L'ONUCI a eu une activité relativement généralement positive et donc son départ annoncé ne doit pas étonner parce que l'ONUCI n'avait pas vocation à s'éterniser en Côte d'Ivoire. Elle avait vocation à nous aider à sortir de la crise. La vocation de l'ONUCI n'est pas de gérer les États. Il y a des gouvernements qui sont établis, donc les mutineries, l'insécurité qu'il peut y avoir sont partie des responsabilités d'un gouvernement légitime et légal et démocratique qui est élu. En rappel, l'ONUCI a dans l'optique de transférer ses activités en cours à l'État ivoirien, signé en octobre 2016, un plan qui devrait coûter plus de 30 milliards de francs CFA. Aïchatou Mindaoudou, représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies, a appelé les partenaires de la Côte d'Ivoire à le soutenir dans la mise en œuvre à très court terme de ce plan de transition. Benjamin Kappa, le facilitateur dans la crise burundaise, annonce la reprise du dialogue pour le 16 février à Arusha, en Tanzanie. 8 points sont au programme de ces négociations, notamment la question du 3e mandat du président Pierre Nkurunziza. Mélina Bokassa. Reprise du dialogue entre pouvoir et opposition au Burundi. Benjamin Mkapa, le facilitateur dans la crise burundaise, annonce la reprise du dialogue entre les Burundais. Elle en est fait fixée du 16 au 18 février à Arusha, en Tanzanie. Ça rentre dans la lignée des sujets immédiataires pour que les choses puissent avancer très vite afin que les échéances électorales qui viennent puissent se dérouler dans un climat apaisé. Et que les réfugiés puissent rentrer. Cette session intervient après les propos de l'ancien président tanzanien et actuel facilitateur de la crise burundaise qui reconnaissait la légitimité du mandat du président Pierre Nkurunziza. Il avait alors appelé à se focaliser sur les élections prévues en 2020, propos qui avaient suscité la colère de la principale coalition de l'opposition burundaise, le Sénarède. Nous allons franchir une étape importante
du processus de négociation de paix pour le Burundi. D'autant plus que pour la première fois, le facilitateur nous a envoyé donc un agenda de points, de 8 points qui feront l'objet de ces négociations. Je crois que la première étape consistait aux consultations. Et maintenant, cette étape est terminée. On va entrer donc dans le vif du sujet pour mettre fin à la crise burundaise. C'est en avril 2015, lorsque le président Pierre Nkurunziza annonce sa candidature à la présidentielle, que le climat politique et sécuritaire a commencé à se tendre au Burundi. Depuis, aucun accord n'a réussi à apaiser les tensions entre pouvoir et opposition. L'ampleur de la crise aurait contraint plus de 300 000 personnes à l'exil. Ouverture d'une session extraordinaire en Guinée. Ce 9 février, les parlementaires ont examiné 5 projets de loi, parmi lesquels celui relatif à la révision du code électoral dont la non-conformité empêche l'organisation des élections locales. Précision à Conakry de notre correspondant Emmanuel Milimono. C'est l'un des ultimes tournants dans la mise en application des accords politiques du 12 octobre 2016. La session extraordinaire de l'Assemblée nationale guinéenne va statuer notamment sur le projet de nouveau code électoral et code des collectivités locales. Réunis en session extraordinaire ce jeudi 9 février 2017 à Conakry, les députés doivent adopter ces documents pour les mettre en conformité avec la Constitution et le point 2 des accords du 5e dialogue politique guinéen. On aura certainement un code électoral conforme aux dispositions de l'accord du 12 octobre 2016 et qui va ouvrir la voie à l'organisation des élections locales. C'était quelques points de désaccord, je crois, qui ont été plus ou moins réglés. On doit pouvoir les adopter à temps. Cette session extraordinaire revêt un enjeu capital. Elle prépare en effet le terrain à l'organisation des élections locales et communautaires. Seulement, elle est contestée par certains acteurs, notamment de la société civile et certains partis d'opposition, car elle transforme en loi les conclusions de ce que l'on pourrait qualifier d'arrangement politique. Il s'agit surtout du point relatif à la désignation des chefs des quartiers et de districts, alors que la Constitution prévoit que ces derniers soient élus au suffrage direct. Je suis opposé à quoi? Qu'un accord politique soit transposé dans une loi pour que ce qui est convenu entre deux entités politiques soit imposé sur le peuple. Je ne suis pas d'accord. Je suis d'accord qu'il y ait un débat autour de ce code électoral. Nous sommes totalement opposés à cette disposition et nous allons mener le combat pour préserver la possibilité aux citoyens de Guinée, aux citoyens des districts de quartier d'élire leurs représentants. C'est l'une des rares fois que la mouvance présidentielle et les partis d'opposition en Guinée s'accordent sur un sujet. Les deux camps sont en effet unanimes sur le principe de la révision du code électoral et par ricochet l'application des accords d'octobre 2016. Pour la société civile et le Front national pour la défense des droits des citoyens, il s'agit d'une menace pour la paix et la quiétude dans les collectivités locales. Au Ghana, les agriculteurs font la promotion de la filière patate douce. Pour beaucoup, elle a contribué à l'amélioration des conditions de vie des populations. De nombreux chercheurs estiment aussi que le tubercule est lucratif et nutritif et est plus résistant aux conditions météorologiques. Birama Saonera. La filière de la patate douce en plein essor au Ghana. Dans la région de la Volta, plusieurs agriculteurs se sont tournés vers cette culture depuis 4 ans. En effet, cette partie du pays favorise la consommation d'une variété connue sous le nom de patate douce à chair orange. Dans sa ferme de Désacre, ces fermiers réalisent un chiffre d'affaires d'environ $4 500 par an. 90 jours, c'est le temps de maturité de la patate douce. À la récolte, nous pouvons vendre aussi bien la patate que ses racines. Cela fait une très grande différence pour nous. La patate douce exige moins d'intrants et moins de main-d'œuvre que les autres cultures vivrières comme le maïs. Elle peut rester longtemps dans le sol après la maturité. Selon le Centre international de la pomme de terre, un organisme de recherche agricole, la patate douce est également plus tolérante aux conditions climatiques difficiles. Les Africains de l'Est et du Sud utilisent la patate douce plus que les Africains de l'Ouest. C'est la raison pour laquelle nous avons plus besoin de faire des campagnes de promotion. Beaucoup de gens ne sont pas conscients du potentiel de cette culture.
Depuis l'introduction du programme par le gouvernement ghanéen et ses partenaires en 2010, les agriculteurs et les entrepreneurs investissent dans la culture. Ils ont pu trouver des moyens locaux pour transformer la patate. Dans cette pâtisserie, plusieurs produits dérivés sont fabriqués. Quand j'ai commencé à utiliser la patate douce, mon revenu a augmenté parce que les gens qui aiment les pommes de terre ont commencé à acheter mon pain. Ma marge bénéficiaire a aussi augmenté grâce à cette patate douce. En plus d'être riche en glucides, la patate douce contient également des vitamines du zinc et du fer, ce qui la rend très nutritive. Au Ghana, les chercheurs se sont fixés comme objectif d'atteindre environ 500 000 plantations de patates douces d'ici à 2020. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.